Bienvenue aux sources de l'histoire. Pourquoi la bataille de Marathon est-elle devenue légendaire? Parce qu'ils vont avoir les chocottes, les foies, la trouille de la race de leur grand-mère, les Athéniens. Oui, c'est pas faux. On arrête tout. Il y a autre chose dans les guerres médiques et chez les Grecs que les thermopiles, Léonidas, les abdos en caoutchouc et les barbares bourrins. La bataille de Marathon s'est déroulée en 490 avant notre ère et marque la fin de la première guerre médique. Les guerres médiques, ça vient des Mèdes, un des peuples gouvernés par les Perses dans la Médie. Et Médie, tu m'aides? Ça perce en Grèce. Nous n'avons conservé aucune source, aucune trace contemporaine de la bataille. La plus précise et la plus valable aux yeux de l'histoire, c'est le texte rédigé par Hérodote. Hérodote d'Halicarnasse, surnommé comme étant le père de l'histoire, a toute sa vie durant voyagé à travers le monde connu, de cité grecque en cité grecque jusqu'en Égypte, pour apporter des témoignages vivants de faits passés. Il a ainsi réussi à collecter des tas d'histoires qui lui ont permis de rédiger sa grande histoire, l'Historiae. Notre histoire commence avec le soulèvement des cités ioniennes. Les cités ioniennes étaient les cités grecques du pourtour de l'Anatolie qui vont passer sous le joug de l'Empire perse. Arrêtons 2 minutes avec la légende du barbare bourrin qui rase tout sur son passage, quoi. On parle de l'Empire perse, le truc le plus puissant politiquement, militairement, économiquement du monde à l'époque. Ça s'étend de l'Égypte à la vallée de l'Indus et ça va conquérir l'Anatolie, le truc. Face au soulèvement des cités ioniennes, bon, le Perse, il faut pas lui en demander trop. Ils vont tout raser. La répression des cités de la côte d'Anatolie sera très violente. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté de la mer Égée? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus les aider? 2 cités, Athènes et Érétrie, avaient envoyé quelques bateaux pour aider Milet, mais ça n'a pas donné grand-chose et ils sont retournés chez Mamie. Darius Ier, le grand roi, à être là, eh bien, va se dire et commencer à traquer les Thraces, en haut, au nord, puis la Macédoine, tout simplement. Il annexe tout cela, et il commence à se dire maintenant que je me suis fait la moitié du continent, je vais laisser Datis aller péter la gueule aux 2 petites cités là qui valent rien, qui ont envoyé 2 barques. Je rentre chez Mémé m'occuper du gynécée. Et les Perses vont commencer à poutrer Érétrie. Du coup, sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour Athènes, ça commence à être très très chaud. Athènes va dépêcher des messagers un petit peu partout pour demander de l'aide. Elle envoie un neutrodonome, Hémérodrome. du nom de Philippides, demander secours à Sparte. Alors le bonhomme, il va faire Sparte, Athènes, Athènes, Sparte. En 3 jours. Plus de 400 bornes. Finger in the nose, le mec. Philippides arrive à Sparte et demande secours pour la cité athénienne. Et les Spartes vont lui répondre qu'ils ne peuvent pas se déplacer à l'heure actuelle à cause du calendrier religieux. Trop fort. Il faut prendre la réponse des Spartiates très au sérieux, parce qu'effectivement, personne ne serait parti en quête militaire ou même en expédition sans l'aval des dieux. Alors les Spartiates vont venir aider les Athéniens, après la bataille, ils arriveront, mais ils ont quand même envoyé un corps expéditionnaire. Philippides, quant à lui, rentre à Athènes avec la réponse négative, et bam, sur la route, il tombe sur qui? Un dieu, le dieu Pan, qui lui dit « Hey dude, pourquoi tes copains d'Athènes ils me font pas un sanctuaire? Moi je les love trop !» Philippides raconte sa vision aux Athéniens. Les Athéniens croient Philippides, et c'est assez intéressant, parce que si Hérodote le précise, c'est que justement, il n'était pas susceptible de croire à chaque fois toutes les visions. Pourquoi les Athéniens sont susceptibles de croire en l'intervention des dieux pour la bataille de Marathon? Mais parce que la bataille était perdue d'avance. Et on parle de la Perse là, niveau battle, 0 défaite. Ils se sont fait l'Anatolie, ils se sont fait les cités ioniennes, la Thrace, la Macédoine, ils ont poutré Érétrie, et là, bim, ils sont arrêtés à Marathon. Forcément, les dieux, ils étaient pas loin, quoi. Mais qu'est-ce qu'Athènes à cette époque-là? Athènes est une cité-État, comme toutes les autres cités grecques, libre, qui se considère complètement libre, hors de la tyrannie. C'est ça qui les oppose réellement à l'Empire perse, qui gouverne eh bien tous ces peuples qui sont obligés d'être assujettis au grand roi. Athènes a mis fin à sa tyrannie, à sa dictature, avec la chute des Pisistratines. Les enfants de Pisistrate, l'un de leurs tyrans,
et a réussi à mettre en place un nouveau système tout jeune. La démocratie, vous connaissez? Le démos, le peuple, le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Le peuple, le citoyen. Sauf les femmes, sauf les enfants, sauf les métèques et les étrangers. Le peuple, quoi. Les hommes. Plutôt riches. Et bien de chez nous. Les Athéniens sont donc toujours tout seuls. Ils vont faire appel tout de même à la petite cité de Platée qui est à côté et qu'ils ont beaucoup aidé. Et du coup, Platée va leur envoyer quand même 1000 bonhommes. Mais c'est énorme ce que fait Platée, parce que Platée, c'est tout petit. Et ils envoient le soutien militaire le plus important de leur histoire, c'est qu'on l'a. Et on l'oublie trop souvent. On a une vision du guerrier hoplite de la phalange grecque, un peu comme ça. Alors qu'en fait, il devait plutôt ressembler à ça. L'hoplite, c'est un guerrier citoyen. Ce sont tous les citoyens qui peuvent se payer l'équipement, un équipement militaire, une lance et un bouclier. Un bouclier assez grand qui permet de cacher à la fois la moitié de son corps et la moitié du corps du copain. De ce fait, la phalange est très serrée. L'important de cette bataille, c'est d'être complètement resserrés l'un contre l'autre et de surtout pas faiblir pour faire un trou qui ferait effondrer la phalange. On est à égalité dans la phalange comme on est à égalité dans la cité. Et la victoire d'Athènes, c'est la victoire du tout jeune système démocratique. Les Athéniens et les Platéens sortent de la ville et vont jusqu'au champ de bataille, qui est un champ marécageux, une plaine marécageuse, Marathon. Et là, au moment où ils arrivent, les Perses débarquent sur les côtes de l'Attique. Attique, où c'est l'Attique? Et là, tout le monde attend. Les 10 stratèges qui coordonnent l'armée grecque, encore une structure démocratique, commencent à discuter. Ah oui, il y a ceux qui sont plutôt pour... Ouais, t'as vu les Perses là? Je pense qu'on ferait bien un petit retrait stratégique. Et puis il y a ceux qui sont quand même plutôt... On va se le faire. Ce courant est représenté par l'un des stratèges, Milsiade. Milsiade a été frappé à travers l'histoire comme étant le général le plus important, le stratège le plus important de la bataille de Marathon. Alors qu'en fait, l'archonte Polémarque, c'est-à-dire le stratège qui était élu ce jour-là pour être le chef de l'armée, était Callimachos. Et Callimachos, le problème c'est que lui, il est passé à la bataille. Du coup, il ne peut pas trop se défendre à la fin. Tandis que Milsiade, il s'en est bien sorti. Milsiade arrive à convaincre Callimachos de partir à l'attaque. Les Athéniens et les Platéens se décident donc à attaquer, mais les Perses en avaient assez et commençaient à replier bagages, à remonter sur leur bateau et à essayer de vouloir contourner la terre pour attaquer Athènes par la mer. Donc à ce moment-là, quand la bataille commence, ils sont un petit peu à moitié dans les bateaux, à moitié dehors, le cul entre deux chaises, quoi. La bataille s'engage. Les forces grecques en présence se développent ainsi. Au centre, il y a la phalange grecque forte. À l'aile droite, il y a les forces platéennes. N'oublions pas Platée. À l'aile gauche, il y a les autres forces athéniennes, donc 3 blocs qui avancent progressivement vers l'armée perse, qui est entre deux. Certains chevaux sont déjà dans les bateaux, les archers sont sur place, tirent. Bien, l'avancée grecque rapproche des Perses. Les Perses ont enfoncé l'intérieur, le milieu des forces grecques, et le centre va reculer. Si bien que, enfournés dans ce sorte de fourreau que sont l'armée grecque, les Perses vont être piégés. Les deux ailes vont se refermer sur eux comme dans un étau, et les massacrer et les poursuivre jusqu'à la mer, pendant que certains vont prendre les bateaux et s'enfuir. La victoire est exceptionnelle, et dès le soir, les guerriers valeureux de Marathon deviennent légendaires. À partir de ce moment-là, ils deviendront de véritables icônes. Leur tombe est montrée à des générations et des générations d'enfants, comme les monuments aux morts après la Première Guerre mondiale dans les villages de France. Oui, bon, le Marathon. Vous imaginez vraiment un mec comme Philippides crever au bout de 40 km de course? Il aurait été envoyé par Milsiade pour annoncer au peuple athénien, juste avant de crever, que We are the champions, my friend. Down, down. We are the champions of the world. Oh yeah, yeah, yeah. We are the champions. Down.
date du 2e siècle après Jésus-Christ, soit 7 siècles après la bataille, et n'est jamais mentionnée dans le texte d'Hérodote. Et cette histoire a tout de même eu un poids fabuleux puisqu'elle a traversé les siècles suivants jusqu'à la création des Jeux Olympiques modernes et contemporains qui ont vu la création d'une épreuve phare, le marathon de 40 km et quelques, 42 à peu près. Quand on pense ce qu'a fait Philippides. Mon Dieu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, agitez le pouce, commentez, partagez la vidéo et on se dit à bientôt pour d'autres aventures historiques.